on vous retrouve, mes chers amis, pour la suite et la fin. Avant de parler de votre pays, le Togo, on va encore parler un peu de la Guinée-Conakry. On parlait justement des organisations de la société civile qui propose une transition de 24 mois. La junte militaire au pouvoir, Aurus Donkovi, vous aviez la parole. Oui, donc je disais que non, qu'au niveau de la Guinée, il y a eu une concertation. Ils ont délibéré sur une date qui va permettre une transition. Jusqu'à présent, il y a, dans ce qui a été fait de façon factuelle, ce qui a été fait, on n'a pas de grandes choses à dire sur les prises de décision de Doumbouya. Il a relâché les prisonniers, il a essayé d'apaiser la société civile, il a essayé de réunir plus ou moins les différentes parties de la Guinée qui s'opposaient. Maintenant, je parlais de la CEDEAO en disant que le problème avec la CEDEAO, c'est qu'elle est dévitalisée, elle est décrédibilisée. Et je pense que le problème de la CEDEAO, ce ne sont pas les pays sur lesquels elle intervient, c'est un problème sur elle-même. C'est-à-dire il faut une certaine restructuration et si les textes sont défectueux, il faut revoir au niveau de ces textes. Parce que personne ne pose la question de savoir la CEDEAO, elle tient par le financement de qui? Lorsqu'on envoie des troupes togolaises, des troupes béninoises, des troupes, je sais pas moi, ivoiriennes, sénégalaises et ainsi de suite, qui se chargent de payer toutes ces troupes-là, qui se chargent de les entretenir, qui se chargent de les armer, de payer les formations et ainsi de suite. Ce n'est pas la CEDEAO et parfois ce ne sont pas les États, ce sont des États d'ailleurs, des États européens, l'Union européenne. Est-ce que la force de l'ECOMOG a encore été activée il y a très tôt? Depuis plus. On parle plus de des missions des missions des Nations Unies. Voilà, hein. À l'époque, on avait le Nigeria. Dans les COMOG, on avait les troupes du Nigeria qui sont intervenues. Et forcément, quand un État fait intervenir ses propres troupes, elle a un ascendant diplomatique. Et ce type d'ascendant diplomatique gêne. En Afrique, on ne parle pas de l'Afrique du Sud. On ne parle pas de pays comme le Zimbabwe, le Botswana, ainsi de suite. Même l'Algérie, qui ont la potentialité d'intervenir au sein des pays. Non, on a une CEDEAO. L'Égypte, l'Algérie, le Maroc, ils ont des armées très puissantes. Voilà, on a une CEDEAO tellement dépréciée, dévalorisée, que même pour le pays, des problèmes comme au Mali, au Burkina, il faut les traiter à Berlin ou à Paris. Lorsqu'on parle de troupes, je me souviens d'un document qui est passé sur la plupart des chaînes où on voit des troupes françaises qui s'en vont et qui sont contentes d'avoir laissé, le reste de leur ravitaillement aux troupes maliennes qui viendront. Et voilà. C'est la solidarité humanitaire. Lorsque après on montre à quel point, parce que je pense que la CEDEAO en réalité doit faire un travail sur elle-même. Pendant des années, la CEDEAO elle-même se fourvoie en montrant à quel point elle est incapable d'être à l'avant des préoccupations des populations. Parce qu'il s'agit de ça. Elle n'est pas à l'avant des préoccupations des populations. Elle semble défendre un groupe de politiques qui se fourvoient et qui, à un moment, est invincée par les mêmes populations qu'elle est censée défendre. Si la CEDEAO s'était portée au devant des aspirations de la population, un certain nombre de choses n'auraient pas pu être commises au temps du gouvernement d'Alpha Condé. Mais justement, elle s'est fourvoyée en cela. Et c'est en cela, en ce fourvoiement-là, qu'à un moment, justement, elle est décrédibilisée au sein des populations. Quand on voit le représentant de la CEDEAO qui va débarquer au Mali, qui va débarquer en Guinée, et ainsi de suite, et qui est conspué par la foule. On avait vu les présidents ghanéens, Nana Akufo-Addo et ivoiriens, Alassane Ouattara, à Conakry. Et vous voyez les populations qui sont réservées, qui sont violentes quant à l'intervention de ces personnalités. Parfois, ces populations sont instrumentalisées. On sait comment des manifestations s'organisent. Mais attention, quand vous dites ça, attention de ne pas rentrer dans le piège qui est très mondial, qui consiste à infantiliser les populations. Si la même réalité s'était passée, attention, si la même réaction à l'aéroport, attention, si la même réaction s'était passée aux États-Unis et en France, vous n'auriez pas parlé de population manipulée. Il faut faire attention. Parce que c'est possible chez nous. Non. On sait comment on organise des matchs de soutien chez nous. Non, vous le savez, non? Attention. Vous savez. Attention. Attendez. Il faut faire. Ça s'organise partout. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas exclure cela. Ça peut arriver quand on va au Mali, par exemple, les jeunes qui applaudissent Assimi Goïta. Tu aurais donné l'argument contraire
si c'était une manifestation de soutien à Alpha Condé, je suis sûr, non, tu aurais donné l'argument contraire. Alpha Condé, à un moment, s'est posé en dictateur. Là, actuellement, vous avez mais il y avait des manifestations de femmes pour le soutenir. Oui, mais il y a eu des manifestations aussi. On ne parle pas des manifestations des peuples qui ont été... On a tiré sur les gens, mais les gens sortaient. Les manifestations qui sont contre le pouvoir de Condé, elles sont filmées, elles sont archivées. On voit des gens sortir. Lorsque les femmes qui sont sorties à l'époque, moi ça m'avait choqué, des femmes qui sortent pour réclamer le corps de leurs enfants. Je pense qu'il y avait, on parlait de 1000 personnes qui ont disparu, ainsi de suite. On a tiré sur ces femmes-là. Donc à un moment... Lorsqu'on renverse un tel pouvoir, vous ne pouvez pas dire que les gens qui manifestent pour soutenir le renversement de ce pouvoir-là sont manipulés. Il faut arrêter la réactivité. La manipulation n'est pas impossible. Très vicieuse, qui veulent que les populations africaines sont analphabètes, sous-développés et à chaque fois manipulés. Alors, concernant le mot, parlant de la Guinée-Conakry, est-ce que ces organisations, s'il vous plaît, on va... Aux États-Unis, est-ce que ces organisations de la société civile seront écoutées par la junte au pouvoir? Et qu'est-ce qui explique ce refus de Mamadi Doumbouya? Lui, il a tout fait. Hein. Il a nommé un premier ministre civil, Mohamed Béavougui, il a formé un gouvernement. Alors, la durée de la transition, c'est ce que les Guinéens attendent. Et oui, on attend la durée de la transition. Il faut qu'on sache d'abord la durée de la feuille de route, la durée de la mise en œuvre de la feuille de route. Ça reste, pour le moment, un inconnu très important. Hein. Ce que disent les organisations de la société civile, bon, ils sont dans leur logique. Maintenant, quelle est la mission de la junte militaire en Guinée? Elle n'est pas la même, exactement la même qu'au Mali. En Guinée, il s'agit de restaurer les institutions. Il s'agit de mettre en place des institutions fortes. C'est la mission, je pense, de la junte militaire. Combien de temps il faut à la junte militaire pour mettre en place ces institutions fortes? C'est ce que peut-être la CEDEAO pouvait accompagner si elle en avait encore la crédibilité. Je remercie M. Sana Sadio qui a clairement montré qu'en réalité aujourd'hui, la CEDEAO est complètement surannée par rapport à ces tests et devrait plutôt soit revoir ces tests et les adapter au contexte actuel ou s'effacer. Oui, tout simplement. C'est la solution aujourd'hui. Ou bien les chefs d'État actualisent les tests, les adaptent à la réalité d'aujourd'hui, au contexte, à l'évolution du contexte politique mondial, africain, ou se déchargent de ces missions complètement inutiles. Mais financées. Qu'est-ce que vous pensez que la CEDEAO fasse lorsqu'elle est présidée par Ouattara, qui révise la Constitution? Semblerait-il, selon les mécanismes prévus par la Constitution elle-même, voilà. Mais qui ne résout aucun problème de gouvernance en Côte d'Ivoire. Une révision qui a juste l'objectif de maintenir Ouattara au pouvoir. C'est la même chose qui s'est répétée en Guinée. Est-ce qu'une révision constitutionnelle doit servir juste à maintenir un président sortant en place? C'est ça qui justifie les coups d'État. Aujourd'hui, ou du moins à partir du 5 septembre où Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, la CEDEAO n'est pas intervenue pour rétablir Alpha Condé au pouvoir. Les premiers jours, oui, c'était mais après, ils ont compris que non. En réalité, le coup d'État était préparé par Alpha Condé lui-même. Il l'a réalisé. Mais que protège la CEDEAO? Est-ce n'importe quel coup d'État? Ou bien on refuse seulement le coup d'État militaire? Les coups d'État civils sont acceptés. La CEDEAO n'a jamais intervenu dans un pays où on tente de modifier la Constitution juste pour sauter le verrou de la limitation des mandats.
Parce qu'elle n'a pas mandat pour s'inscrire. Justement, c'est pourquoi nous disons que... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas un blocage, c'est que le mécanisme est suranné. Il n'y a pas de blocage. Le mécanisme est suranné. La CEDEAO n'a plus mission dans les pays de démocratisation. Non, on ne peut pas accepter de faire sauter les verrous de la limitation de mandat juste pour maintenir un président parce qu'il est membre du club des chefs d'État de la CEDEAO. Ça ne nous permet, ça ne nous impose absolument en rien. Aujourd'hui, dans nos différents pays, il s'agit de veiller à la mise en place des institutions fortes, de sorte que n'importe quel président qui viendrait, quelle que soit sa force personnelle, que personne ne saute le verrou de la limitation de mandat. C'est le plus important. Moi, ce que moi j'aimerais rajouter, c'est-à-dire le nœud du problème, c'est ce qu'il advient quand il y a modification de la Constitution. Donc, pour résoudre une fois de bon ce problème, c'est que les tests de la CEDEAO interdisent que les compteurs reviennent à zéro en cas de modification constitutionnelle. Parce que c'est ça qui est l'argument qui est évoqué. Mais la CEDEAO ne le fera pas. Voilà. Non, c'est-à-dire le débat est posé. Parce que ceux qui sont chargés de le faire, c'est eux qui ont l'intention de ne pas respecter leur constitution. Les processus de démocratisation dans les pays, si c'est porteur de crise, autant le faire. Si on doit se taire dessus et que cela crée plus tard des crises politiques qui va aggraver les crises sécuritaires, autant en parler, autant l'interdire en même temps. Vous faites les modifications conditionnelles, mais attention, ça ne remet pas les compteurs. Ça fait 30 ans que au moins nous pouvons dire qu'au Togo, ce problème est résolu une fois pour toutes. Ce problème est résolu au Togo. Il est résolu au Togo maintenant. On va quitter la Guinée pour le Togo-Conakry. Donc pour Lomé, on va parler de ce discours du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, discours traditionnel et discours surtout empreinte d'espoir pour le peuple togolais. Il a profité pour parler de la pandémie de Covid-19. Il a parlé également de la vie chère et a planté de l'espoir dans le cœur des Togolais. Et surtout, ce sont les agents publics qui sont très heureux, ils sont gratifiés d'un 13e mois, bien sûr remboursable. Je vois Constant le mot sourire, le seul fonctionnaire sur le plateau. Il y a de quoi. Remboursable, bien sûr. Bravo au président de la République, qui nous a bien démontré à travers son message à la nation qu'il est à l'écoute du peuple. Je me suis senti très fier de mon président, droit dans les bottes, qui maîtrise au moindre détail les préoccupations des populations. J'ai été très fier de mon président hier. Non pas parce que... Quelles sont les principales lignes qui vous ont donné cette satisfaction constante? D'abord, il a fait le tour du problème sécuritaire, qui est une urgence, et des mesures sont prises. Et ces mesures sont accompagnées des ressources nécessaires pour garantir au peuple togolais la sécurité. Il a identifié même les causes possibles qui puissent occasionner l'exploitation de la pauvreté. De la précarisation de ces zones exposées. Voilà. Le programme de développement de la zone des savanes qui est particulièrement financé pour empêcher que les jeunes glissent, soient manipulés par les extrémistes violents. Ça, ce sont des visions fines. Sont des visions fines et il n'est pas donné à n'importe qui de percevoir et de prendre. Et pour vous, ça vient du chef de l'État, ça va se faire parce que le discours, oui, ça peut passer. Ça se fait déjà. C'est des programmes qui sont déjà en exécution, très avancés. Ce n'est pas une promesse, mais c'est un programme qui est en exécution. Voilà. Ce qui m'a aussi particulièrement intéressé, c'est qu'il sait très bien le problème de la vie chère. Bien sûr, c'est un problème mondial, avec l'augmentation des prix sur pratiquement tous les produits. Le président le sait très bien et des instructions, des mesures sont prises pour juguler. L'une des mesures, naturellement,
c'est le fait de gratifier les fonctionnaires de l'administration publique, parapublique, d'un mois de salaire remboursable en 12 mensualités. Ça soulage beaucoup. Lorsque vous prenez le quotidien des travailleurs, très généralement en vacances, au mois d'août-septembre, les fonctionnaires demandent ce qu'on appelle le prêt scolaire. Mais là, c'est demandé aux banques et c'est payé avec des intérêts. 8%, je crois, non? 8%, c'est ce qui est officiel. Oui, lorsque vous calculez tout, nous sommes à presque 30%. Lorsque vous calculez l'ensemble des frais qui entourent, nous sommes presque à 30%. Mais lorsque le président de la République prend sur lui, en cette période de crise, où tout est urgent, de gratifier les fonctionnaires d'un mois de salaire remboursable sans intérêt, vraiment c'est une mesure à saluer. Il a également assuré les départs, ceux qui partent à la retraite de 3 mois de salaire comme prime de départ à la retraite, ce qui a été difficilement respecté les années passées. Il nous rassure que ceux qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite, c'est fait. Au niveau de l'éducation, il y a une augmentation substantielle de la part budgétaire consacrée à l'éducation. Et pourquoi? C'est parce que les besoins dans ce domaine sont énormes. Les besoins dans ce domaine sont énormes et il faut réagir vite et efficacement. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de jeunes demandeurs de formation pointue. Lorsque nous n'avons pas la possibilité de créer les conditions d'accès, d'assurer la qualité de la formation pour permettre l'insertion de ces jeunes, soit en créant leur propre emploi, soit en se faisant absorber rapidement par les entreprises. La technologie évoluant très vite, aujourd'hui, la formation, surtout la formation professionnelle, coûte cher. Alors, Sana, vous avez aussi écouté le discours du chef de l'État, votre président. Oui. Votre réaction? La première réaction, c'est que Constant Lemoine a triché tout ce que je voulais dire. Et tout ce qu'il a dit, c'est tout ce que le chef de l'État a dit. Il a vidé la substance de mes propos. Mais il faut dire en général que le président de la République, par son message traditionnel de fin d'année, exercice auquel il s'est soumis hier, s'est comporté en bonus pater, c'est-à-dire le bon père de famille qui protège ses citoyens contre l'insécurité, le terrorisme, qui, n'est-ce pas, protège ses citoyens de la précarité et de la paupérisation, lorsque les prix des denrées aussi importées que locales ont une tendance haussière, qui pense à la formation nécessaire à l'insertion sur le marché de l'emploi et qui enfin se pose en garant de l'exercice des libertés individuelles et collectives, tout en rappelant la nécessité pour lui de maintenir l'équilibre entre les libertés, c'est-à-dire les droits et les devoirs. C'est-à-dire, j'ai vu hier un chef de l'État complet qui connaît son pays, qui sait quoi faire pour protéger ses citoyens et pour leur garantir un avenir à Dieu. Vous savez récemment, le budget de l'État a été adopté. 1179 milliards. 1779 milliards, donc, quelques millions. Donc plus de 500 accordés aux secteurs sociaux. Vous voyez un peu que, c'est-à-dire, il y a cette préoccupation du social qui est transversale aujourd'hui dans les repères de l'action gouvernementale. C'est 1779. Ouais. Qui est transversale dans les repères de l'action gouvernementale. Moi, je dis aujourd'hui que nous sommes à un temps fort
de la République togolaise où nous devons être fiers de nos acquis. Parce que si vous retournez des années auparavant, le contexte dans lequel le président de la République a accédé au pouvoir, où il y avait des tensions, où il a mis ce premier mandat-là pour essayer de trouver des consensus nécessaires, pour retrouver la confiance des bailleurs de fonds qui a permis la reprise de la coopération. Le second mandat qui a permis de jeter les bases des grands travaux. Vous avez la mise à niveau du port autonome de Lomé, les grands investissements dont les fruits ont commencé par rejaillir au niveau de son troisième mandat. Et maintenant, nous sommes dans la consolidation de ces acquis, où nous commençons par profiter de ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce mandat social. Nous avons bientôt l'opérationnalisation de l'assurance maladie. Dans combien de pays de la sous-région cela existe? Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment où nous devons être fiers d'être Togolais et nous devons garder cet espoir tout en essayant de consolider, n'est-ce pas, les acquis démocratiques. Dans son message, il a parlé de l'expression, c'est-à-dire de la liberté d'opinion qui doit s'exprimer dans le civisme et le respect des lois. Nous devons faire attention pour que nos prises d'opposition, quand bien même elles sont différentes, ne mettent pas en péril la cohésion sociale nécessaire pour faire face au terrorisme d'abord et la cohésion nationale nécessaire pour un climat propice au développement. Alors, Oris Donkovi, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Je vais glisser ma question d'abord. Les discours traditionnels, promesses presque habituelles. La question que les Togolais se posent aujourd'hui, oui, le chef de l'État l'a dit, il a envie d'aider les Togolais, de répondre, de résoudre leurs problèmes. Mais est-ce qu'un an après, on va voir véritablement les promesses du président de la République? Bon, alors, ok. Parce que ça va être un peu long, mais j'espère qu'on va me permettre. Le premier truc, il est dans ce que tu dis. Tu dis, il veut aider les Togolais. Il n'a pas à aider les Togolais. C'est un chef d'État. Il doit donner la possibilité aux Togolais de... Il s'agit Là, pas c'est moi que vous corrigez. Il s'agit, et non le chef de l'État. Voilà. Maintenant, il y a la réactivité très togolaise qui est celle de l'emphase. C'est un chef d'État, c'est pas Jésus, c'est pas Mahomet, c'est pas un gourou. La prise de décision qui est prise, elle est stratégique parce que la crise est telle que le chef de l'État, à l'instar des chefs de l'État africains, peut se retrouver avec une grosse patate chaude qui va lui péter à la gueule. Je m'explique. Ce qui a fait ce qui a engendré les manifestations de 90, c'est la crise qui émerge dans les années 80, fin 70. À l'époque, on parlait de conjoncture. Je ne sais pas s'il y avait ce terme qui sortait dans la plupart des populations africaines. On dit non, c'est la conjoncture. On dit oh, c'est cher, c'est la conjoncture. Et cette crise-là est venue justement parce qu'il y avait la fin de l'État-providence. La fin de l'État-providence a fait qu'à un moment, un ensemble de jeunes se sont retrouvés à la rue, sans emploi, en période de crise. Et ce sont ces jeunes qui vont être le boost des manifestations des années 90 parce que l'État-providence n'existe plus. Là, on est dans une phase de pays africains à qui on a dit privatiser les sociétés d'État, même les plus régaliennes. À qui on a dit réduisez la masse salariale. Ça, c'est le programme d'ajustement structurel. Le programme d'ajustement structurel. À qui on a dit, pour que vos pays restent compétitifs, n'augmentez pas le salaire de ceux qui travaillent pour vous. La conséquence en a été que tout ce qui est, société d'État qui marchait, ainsi de suite, est tombé. Les investissements dans les sociétés, dans tout ce qui est social, hôpitaux, écoles et ainsi de suite sont tombés. Et à cela, on a supplanté tout ce qui était privé
vous avez des cliniques privées, des écoles privées, et ainsi de suite. Il faut casquer 100 000, 200 000, 300 000 pour voir son enfant à l'école, quand avant... Et ces réalités sont au Togo. Voilà, ce sont les réalités au Togo, comme dans la plupart des États trucs. Et on n'a pas augmenté de façon significative les salaires des employés. On n'a pas augmenté. Cette augmentation des salaires... Malgré la dévaluation. Ça n'a pas suivi l'inflation. Pire, on n'a pas encouragé la productivité au sein des États. Quand on a dit à un moment, parce que justement on voulait prévenir... Donc vous pensez que le président de la République peut faire plus? C'est pas ça. Ce que je dis, c'est que le président de la République ne peut pas faire contre. S'il ne donne pas la possibilité aux Togolais de renforcer leur pouvoir d'achat, le pays pète. Je donne un exemple. On ne peut pas actuellement dire, ok, d'accord, bon, on va décider de l'augmentation salariale des fonctionnaires parce que l'inflation des prix, on dit l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, elle est normale. La plupart des choses que nous mangeons, nous l'exportons. Si vous allez voir... Nous l'importons, excusez-moi. Nous l'importons. Si vous vous levez, vous allez chez une vendeuse d'Aïmolou, le riz, la tomate, l'huile, tout est importé. Quand vous allez... quand le plat national togolais actuellement, c'est maka. Les spaghettis sont importés. Le producteur, vous allez au supermarché. Je vous mets le défi de faire l'expérience. Les productions togolaises ne sont pas vendues dans les plus grands espaces. Si vous allez prendre le jus de fruits togolais, je vais donner cet exemple, les gens vont comprendre. On a un producteur de jus de fruits au Togo qui fait du jus de fruits bio. Vous avez 1 minute encore. Nous avons en tout 3 minutes. Il fait son jus de fruits, le litre à 2700. L'Espagne, le même jus de fruits importé d'Espagne avec des édulcorants, on le vend à 700 francs le litre. Ce que le producteur togolais, lui, vend en jus bio à 700 francs, c'est 35 millilitres. Lorsque nos vendeuses faisaient du jus de fruits normal, le demi-litre, c'est-à-dire le cop, à 300 même pas à 300, elle faisait ça entre 100 francs et 250. Avant, c'était 150. Avant, c'était 150. Ouais. On a supplanté à ces vendeuses une petite bouteille qui fait 60 centilitres à 250 francs. Ouais. Toutes les vendeuses, vous allez au niveau de Lomé, toutes les vendeuses de jus de fruits, d'orange, tout ça, elles ne sont plus là. Ouais. Lorsque le gouvernement a vu qu'il ne pouvait pas développer sans l'initiative, comment ça s'appelle ? Non, même pas l'initiative privée, sans la participation des populations, qu'est-ce qu'elle a développé ? Elle a développé le système du volontariat. Elle a commencé à faire appel à des volontaires. Et ces volontaires-là... C'est que si on vous a compris, hein, on vous a tellement compris. Alors, oui. Bon, il a prévenu qu'il serait là. Bon, mais c'est pour dire, que ce qui a été donné, le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas... C'est indispensable. Vous ne pouvez pas avoir une économie qui marche si vous ne donnez pas du pouvoir d'achat aux gens. Mais le problème avec le pouvoir d'achat du Togolais, c'est que ce que le Togolais ira acheter ne va pas booster la productivité locale parce que la productivité locale importée. La productivité locale n'est pas encouragée, donc elle n'est pas encadrée. Est volatile. Ouais. Volatile. On ne génère pas de la richesse. Le message est sans doute envoyé au chef de l'État togolais, au gouvernement togolais. Voilà quoi. Constant Lemou, on est pris par le temps. Hein. On va espérer. Le président a dit beaucoup de choses. Moi, je voulais la prolongation. La question de l'école, c'est une question qui me tient particulièrement parce que moi, je donne des formations. On a encore 2 minutes. La question de l'école, quand on dit on va faire de la formation à l'intérieur du pays, mais c'est plus grave que ça. Le Lomé est la seule ville qui distribue de la formation. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur du pays ? La personne voit son enfant faire son CEPD, voit faire son CEPD, son BEPC. Après le bac, toute la jeunesse togolaise rapplique à Lomé. Sauf que le problème, c'est que quand l'université de Kara. Non, mais l'université de Kara, encore que, ils sont combien ? Maintenant, quand elle rapplique à Lomé, cette jeunesse-là, elle se forme, elle trouve des emplois, elle se marie, elle fait sa famille. Conséquence, l'intérieur du pays s'appauvrit. Donc, à un moment, ce sont il y a des prises de décision plus violentes à prendre parce que
la paupérisation qu'il y a à l'intérieur du pays, le fait que les gens de l'intérieur du pays déconnectent carrément avec Lomé, parce que parfois on a l'impression que le Togo c'est Lomé, déconnecte avec Lomé, rend vulnérable ces régions-là. On aura du temps, vendredi on garde le trio, je sais que Constant Lemou a également beaucoup de choses à ajouter. Alors, non, on va se revoir vendredi. On se retrouve vendredi pour éplucher davantage. Je l'ai bien dit, le message du chef de l'État a montré qu'il connaît dans les détails les problèmes du pays. Et c'est ce qui est important. Et le geste qu'il a fait est juste un signe qu'il sait les attentes de la population. Nous aurions le temps, on irait beaucoup plus dans les détails. Voilà. Et je rappelle, le chef de l'État ne s'est jamais satisfait d'un succès. Chaque fois qu'il fait un pas en avant, il demande plus d'efforts parce qu'on doit mieux faire, on doit avancer chaque jour. Nous irons dans les détails peut-être à la prochaine. Oui, le vendredi prochain. On va ramener le sujet sous un autre prisme, pourquoi pas. Merci infini à vous. Merci parce que tout au long de l'année 2021, à chaque fois qu'on a besoin de vous, vous avez répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Constant Lemou. Merci pour m'avoir flatté parce que je suis conscient que j'ai raté beaucoup de rendez-vous. J'ai passé plusieurs mois, mais on ne peut rien. C'est un plaisir toujours de partager, d'éclairer la lanterne, de partager les préoccupations. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est lorsque nous rencontrons dans nos différents mouvements des téléspectateurs qui nous disent les points sur lesquels ils n'étaient pas d'accord avec nous et qui nous permettent vraiment d'améliorer notre analyse des choses. C'est très important. Je souhaite bonne et heureuse année à tous et surtout à ma famille, aussi sociale que professionnelle. Et je souhaite que tout le monde rentre dans la nouvelle année et toute l'année. Santé, santé et toujours santé pour tout le monde. Sana, vous avez repris le train depuis quelques temps. Vous êtes régulier. Merci aussi à vous. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir et c'est un honneur. Et les vœux que moi j'aimerais souhaiter, c'est que nous ne laissions aucune occasion nous voler la joie et la fierté d'être Togolais. Maurice Donkovi, l'activiste, merci. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous écoutent. Je m'excuse, j'ai gobé beaucoup le temps. Je suis désolé. Mais voilà, c'est un plaisir. Et comme dit Constance, c'est un peu les gens qui nous suivent, qui nous font, dans le sens où on a des retours d'affection, on a des retours critiques aussi, où certaines personnes vont vous titiller sur tel ou tel point que vous n'avez pas développé. Et ça contribue à notre enrichissement propre. Donc, une belle année à tous ceux qui nous suivent et on se retrouve en 2022. Merci beaucoup. Merci à vous également. À vous, nos très chers téléspectateurs, on vous souhaite les vœux les meilleurs. Merci surtout pour vos messages d'encouragement. On se voit donc l'année prochaine, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.